Alors, rebonsoir à tous, merci d'être là. Donc, je remercie la région, la Ligue de Hauts-de-France pour sa présence. On remercie également la Tragesse qui est venue, le CFA et l'IFF qui permettent le BMF en apprentissage. Et également, on a des beaux équipements, 500 € de dotation avec tout ce qui est survêtements, tablettes. Et j'en passe. Donc merci beaucoup pour ça également. Merci à la région Hauts-de-France d'être là. Et aux deux clubs présents, l'AS Noailles-Couvigny et l'US Pont-Sainte-Maxence. Donc je vais laisser la parole à M. Becqueret qui va faire l'ouverture. Bonsoir à tous et à toutes, parce que je vois qu'il y a quelques femmes. C'est très bien. Je voudrais vous remercier pour avoir pris un peu de temps pour venir participer à cette réunion qui est très importante pour vous, employeurs. Et c'est très bien qu'il y a les apprentis ce soir parmi nous, puisque comme ça, ils vont voir comment que ça fonctionne avec nos intervenants. Et donc, je voudrais vous souhaiter une bienvenue à tous dans le centre Fernand du Chaussois, parce que j'ai appris qu'il y a certaines personnes qui ne connaissaient pas, et ils vont apprendre à connaître le centre Fernand du Chaussois, qui est un bel outil, mais maintenant il faut le faire vivre. Donc je vais vous souhaiter une bonne réunion. Et bon, je suis désolé, je ne peux pas rester avec vous, puisqu'il faut que je récupère mon épouse qui est sortie de la clinique. Donc je ne vais pas aller la chercher à minuit, je vais essayer d'aller la chercher assez tôt. Donc je vous souhaite une bonne réunion et puis au plaisir de vous rencontrer. Sachez que la Ligue reste à votre écoute, hein. On est toujours présent et si vous avez des besoins, vous pouvez nous contacter. Merci et bonne soirée. Alors, juste avant de poursuivre, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Donc, on va laisser la parole aux différents intervenants. Ils auront à peu près 15 minutes pour présenter. Suite à ça, on va laisser 2 minutes pour si vous avez des questions à leur poser. Et puis à la fin de la réunion, pour ceux qui le souhaitent, on vous proposera une visite du centre dans le détail. Et puis il y aura une buvette aussi pour un pot de fin. Donc la parole maintenant au CFA des métiers et à l'IFF. Bonsoir à toutes et à tous. On va se présenter rapidement avec Nicolas, mais je suis du coup Baptiste Faroche, directeur de l'Institut de formation du football, qui est l'organisme de formation de la fédération et qui historiquement organise toutes les formations sur Clairefontaine et a depuis maintenant quelques années aussi la compétence pour coordonner l'activité de formation au niveau des ligues régionales et aussi la partie apprentissage, puisque nous avons créé le centre de formation des apprentis il y a maintenant 3-4 ans, et on ne peut que se féliciter de son activité et des résultats que nous avons et que présenteront tout à l'heure Nicolas. Et puis, vous dire aussi, Nicolas, peut-être en deux mots, puis après je reprends la parole. Bonsoir à tous, Nicolas Eguemico, donc chef de projet à l'IFF depuis 3 ans maintenant. Oui, vraiment en charge de tout ce qui est apprentissage et employabilité par la suite. On verra les chiffres qui vont représenter tout ça dans quelques minutes. Je préfère. On se paye pas. Non, on va être très rapide pour le coup. En tout cas, on a mis pas mal d'années à positionner un petit peu la thématique emploi au sein de la fédération. On va être franc avec vous, mais depuis maintenant quelques années, la mise en place du CFA, on s'est rendu vraiment compte de l'intérêt de l'emploi au sein de nos clubs. L'emploi répond à des enjeux de structuration et de développement du sport qui est aussi cher que le nôtre, qui est le football. Donc moi je tiens à saluer l'initiative de la Ligue des Hauts-de-France pour l'organisation de cet événement. Le développement de l'emploi dans nos clubs passera par une prise de conscience collective et on voit de plus en plus la multiplication d'événements envers cette thématique. Donc je ne peux qu'en féliciter
la Ligue ainsi que ses apprentis pour l'organisation, parce que je crois qu'ils sont beaucoup investis par rapport à ça. Vous dire aussi que du coup au niveau de l'Institut de formation du football, nous avons récupéré la compétence emploi au sein de la fédération dans les mois à venir pour renforcer cette dynamique-là et pour apporter un service en plus à destination de nos clubs pour essayer de vous faciliter l'embauche éventuelle d'un indicateur ou d'un administratif. Et s'il est passé par le CFA, ça sera tant mieux parce que ça voudra dire qu'on a co-créé un projet ensemble en 3 parties, le CFA, le jeune et vous au niveau du club. Donc, je vais laisser rapidement la parole à Nicolas puisqu'il va rentrer vraiment dans le détail dans ce qui se fait au niveau du CFA et ce qui se fera, on l'espère, au niveau de l'emploi dans les mois et les années à venir. Tout de suite passer sur la slide. Alors, comme vous voyez, le CFA est reconnu maintenant depuis quelques années. Ça fait plusieurs promotions qu'on a et on voit de plus en plus d'actions comme celle-ci se faire et c'est plutôt très intéressant. Donc, le CFA, bien sûr, a l'objectif, le but principal d'accompagner d'un point de vue RH l'ensemble des apprentis et des employeurs. C'est généralement ce qu'on fait en début de saison. En cours des saisons, ça nous arrive aussi. Là, ça veut dire qu'on a plus des difficultés avec les employeurs, mais on est là pour le faire. On fait tout ce qui est veille réglementaire auprès des employeurs, veille réglementaire sur les droits, le droit social, édition des contrats, je l'ai dit juste avant. Et maintenant, on s'est focalisé un peu plus maintenant sur la partie suivi de l'employabilité. Pour comprendre assez rapidement, là, on s'est vraiment focalisé sur les chiffres du BMF en apprentissage à l'échelle nationale. On voit rapidement une différence entre les chiffres sur le BMF classique, discontinu, avec des personnes qui passent plusieurs modules, qui sont là sur la capitalisation par rapport à l'apprentissage. On voit qu'il y a 68% des personnes qui ont effectué un BMF en apprentissage qui sont en emploi foot 6 mois après la formation. On voit que 2 ans plus tard, on est sur 79% des BMF. Pour vous, là, ça peut paraître assez flou, mais si on se base sur le BMF initial, on est sur des chiffres de 36% à 6 mois. Donc vous voyez rapidement la différence. Et on est sur 32% 2 ans plus tard. Donc on voit que l'apprentissage a vraiment quelque chose de spécial et qui permet justement d'avoir cette employabilité. Alors justement sur les intitulés de poste, on est sur des postes d'entraîneur éducateur, au sein des clubs bien évidemment, et on a des spécificités comme responsable jeune ou encore responsable technique. On est globalement sur des clubs district R3 à peu près, donc c'est plutôt bien. Et donc Baptiste l'a dit juste avant, on a récupéré la compétence emploi, donc c'est plutôt intéressant et ça va nous permettre justement de poursuivre ces efforts et d'accompagner au mieux les apprentis réellement vers l'emploi. Donc à partir de mars 2023, il y a la création d'un service emploi avec un référent national qui portera ce service. Il y aura un chef de projet qui sera avec lui pour accompagner les clubs et les salariés dans l'ensemble des différentes démarches. On sait que les démarches sont, pour un club, ça peut être très long. Pour un employeur lambda, c'est très long, c'est très compliqué, chronophage. Donc on sera là pour l'accompagner au mieux dans cette démarche. On mettra aussi en place des outils RH à destination des employeurs afin toujours de les accompagner sur l'aspect contractuel parce qu'on s'est rendu compte que les employeurs, en fait, c'est ce qu'ils demandaient. Avoir les outils pour réellement mettre en place un emploi au sein de son club, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, savoir toutes les aides dont j'ai besoin pour y arriver et toutes les aides disponibles pour y arriver et pour après pérenniser ce poste au sein de mon club. Et après, il y aura une centralisation des différents dispositifs et c'est pour ça que maintenant, l'interlocuteur principal sur le FAFA formation à l'heure actuelle que vous avez, c'est nous côté IFF. Et maintenant, on aura aussi la double casquette, FAFA formation, mais aussi FAFA emploi. Donc l'année prochaine, pour ceux qui auront à gérer ou à mettre en place un FAFA emploi au sein de son club, on sera les interlocuteurs pour cela. Grosso modo. Peut-être juste préciser que sur les statistiques emploi, on est très content de publier ces chiffres-là.
pense que notamment sur la différence entre le BMF traditionnel et le BMF en apprentissage, maintenant il faut aussi qu'on relativise puisqu'on a un taux de réponse qui n'est pas forcément très important. Donc bon, il n'y a pas non plus beaucoup d'apprentis qui ont répondu et on pense que ceux qui ont répondu, ce sont qui déjà un emploi. Et ça reste quand même, la différence entre le BMF traditionnel et le BMF en apprentissage est très important. Et donc c'était ça aussi qu'on voulait vous souligner ce soir. Et après, dans les postes en lien avec le football, il y a quand même aussi une prise assez large. Il faut dire que dans les postes que les apprentis occupaient après leur formation, il y avait bien sûr avec l'employeur club, mais il y avait aussi des postes qui pouvaient être occupés à travers les collèges, sur les assistants d'éducation en charge des sections sportives, dont le cahier des charges impose le BMF, et aussi des fois avec des clubs polyvalents, omnisport, c'est mieux, le terme est mieux, où il y avait forcément l'apprenti continue avec un BMF, continue après avec un BPGEPS APT, et pouvait intervenir du coup dans auprès de multiples employeurs, que ce soit au niveau d'un club principalement, et après à côté avec les collectivités pour intervenir notamment dans les écoles primaires. Donc nous, dans nos statistiques, nous prenons bien sûr en compte tous les emplois qui ont été obtenus grâce à ce BMF. Ça ne veut pas dire que tous les emplois sont uniquement dans les clubs. Il peut y avoir différentes typologies d'emplois dans les collectivités, dans les collèges, dans les structures privées. Mais en tout cas, ça reste des statistiques intéressantes. Et il faut aussi, en tant qu'apprenti, à un moment donné, ouvrir un peu ses oreilles, s'intéresser à tout ce qui peut se faire autour de nous, bien étudier le contexte local, et je pense que c'est très bien fait dans le cadre de la formation, pour voir finalement c'est quoi mon parcours qui me permettra à la fin de vivre de ma passion qui est le football. À part s'il y a des questions, je vous propose d'enchaîner avec les autres dispositifs, mais sinon on restera là jusqu'au bout, donc vous pourrez poser des questions à la fin de... Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions? Personne n'a des questions à poser? Okay. Donc la parole est maintenant à Louis Dartois. Merci. Alors je crois que... Pardon. Bonsoir à toutes et à tous. Je crois que Christophe m'a accordé une petite heure, c'est ça? 5 minutes. Non, tu es maître du temps, Christophe, et tu me coupes, parce que j'ai tendance à être trop long. Alors, ma tâche aujourd'hui est de vous présenter le FAFA Emploi 2023-24. Pour répondre un peu aux stats qu'on a évoquées à l'instant, la saison dernière, nous avions, sur les 18 FAFA Emploi, il y a eu 9 anciens BMF apprentissage, enfin pas anciens, de la saison précédente. Ils ont enchaîné, donc 9 BMF apprentissage ont enchaîné sur un FAFA Emploi, ce qui est quand même relativement remarquable. Hein, 50% sur 18, 174 FAFA Emploi sur l'ensemble du territoire. Donc c'était gagnant-gagnant. Très bien. Alors FAFA ensemble, on emploie. Merci. On peut y aller. Alors, les grands principes du FAFA Emploi. Le FAFA Emploi, c'est exclusivement des emplois structurants. Hein, il n'est pas question de prendre un FAFA Emploi pour entraîner que l'équipe première. Il est question d'accorder une polyvalence d'intervention pour les éducateurs et la création d'un poste qu'on va appeler responsable sportif. Ce n'est pas un manager, ce n'est pas un directeur sportif, ce n'est pas un éducateur, c'est un responsable sportif. Et dès maintenant, je pense qu'il faut bien l'entrer dans notre tête parce que on aura des problèmes au niveau de l'homologation des FAFA Emploi. Alors,
ce responsable peut être sportif, bien sûr, issu du BMF par exemple, ou d'un BEF, pourquoi pas, mais aussi responsable administratif. Ok ? Alors, l'obligation pour un BMF, pour un responsable sportif, c'est d'être titulaire du BMF. Et l'obligation pour un responsable ou une responsable administrative, c'est un bac+2. Alors, il y a aussi une possibilité de dualité, et notamment dans les clubs à faible effectif, on peut considérer que à temps complet ou à temps partiel, on peut aussi avoir une ou un responsable administratif et sportif, temps partagé. C'est beaucoup plus facile dans le club peut-être moins structuré de travailler dans ce sens. Alors, dans ce cas, l'obligation, effectivement, reste les mêmes, c'est-à-dire bac+2 pour l'administratif et BMF pour le sportif. Alors, c'est obligatoirement un CDI pour bénéficier du FAFA emploi, contrat à durée indéterminée, temps complet, 35 heures semaine, ou temps partiel, minimum 17h50 centièmes. Et un seul emploi par club, c'est la contrainte, c'est l'obligation. Alors la rémunération mini, c'est groupe 3 technicien de la CCNS. Pour vous donner un chiffre, c'est 1823, 44 bruts par mois pour 35 heures semaine. Voilà les conditions générales. On peut passer, s'il vous plaît. Pas de questions jusque-là? Alors, le dossier, nouvelle contrainte de la LFA, la Ligue du football amateur, créée maintenant depuis la saison dernière par le club sur le dispositif Foot Club, c'est-à-dire dossier informatique. Création, alors, obligation de présenter un pré-projet 2 mois avant la date d'embauche. Pourquoi 2 mois avant la date d'embauche? Eh bien, c'est pour que le club puisse avoir, avant l'embauche, une idée très précise sur comment dirais-je, sur la validité du projet. Il y aura peut-être des petites remarques de la Commission fédérale qui seront gommées ensuite avant d'embaucher. Et quand le club embauche, à partir du 1er juillet, on est certain qu'il aura le FAFA emploi. Alors on verra après comment dirais-je, la valeur de cette subvention, mais c'est une mesure, c'est une garantie pour le club de savoir qu'en embauchant la personne au 1er juillet, il aura ou il n'aura pas le FAFA emploi. Alors l'objectif principal, c'est structurer le club afin de pérenniser et de développer l'activité du club. Alors vous verrez que tout est lié dans le dossier de présentation à la Commission fédérale au projet club, c'est-à-dire le projet associatif, mais aussi le projet sportif et le projet éducatif du club. Pas de questions, on peut passer. Alors, le calendrier, écoutez, je vous le donne pour mémoire, mais on a déjà engagé les deux premières lignes, c'est-à-dire, aujourd'hui, on vous accueille pour, effectivement, une réunion d'information, mais on va commencer l'accompagnement à partir du mois de mars et courant avril, de façon à ce que les clubs qui souhaitent embaucher au 1er juillet soient prêts au 30 avril, puisque le pré-projet est déposé avant le 1er mai. Alors l'accueil en ligne, c'est un passage obligé. L'ouverture de l'outil en ligne se fera à partir du 1er mars, et nécessité
c'est une petite, comment dirais-je, remarque informatique, parce que certains clubs n'arrivent pas à rentrer leur dossier, mais il faut aller tout simplement sur la saison, malgré qu'on soit encore en 2022-23, il faut aller sur l'outil en saison 2023-24. Alors, le contexte du FAFA emploi. Vous voyez la progression des chiffres. En 2017-18, c'est-à-dire le nouveau FAFA emploi, le FAI avait précédé, FAI c'est Fonds d'aide à l'investissement, avait précédé le FAFA emploi, mais le véritable FAFA emploi a pris naissance en 2017-2018, 32 emplois. Nous sommes à la saison, pour la saison 2022-23, actuellement, on vous le disait tout à l'heure, 174 emplois sur l'ensemble du territoire. Alors, nécessité de modifier les modalités de subvention, j'aime pas beaucoup en parler parce qu'effectivement, ce n'est pas à la hausse. Pourquoi? Eh bien, tout simplement du fait de cette progression de 32 à 174. N'oublions pas que la subvention est comment dirais-je, est répartie sur 4 années, ou plutôt 48 mois, 4 saisons sportives. Et effectivement, s'il y a des nouveaux emplois, 174 pour la saison, la première saison, c'était 10 000 euros. La deuxième, 8 000. La troisième, 7 000. La quatrième, 5 000. C'est-à-dire 30 000 euros sur 4 ans. La saison 2023-24, on va supporter, bien sûr, les nouveaux 2023-24, mais aussi les deuxièmes années de la saison précédente, les troisièmes années et les quatrièmes années. Et à ce rythme-là, sur un plan prévisionnel, on n'aurait pu fonctionner que sur 46 apprentis, que sur 46 FAFA emploi. Ce qui fait que les mesures que vous allez voir sur la slide suivante sont, comment dirais-je, réduites par rapport aux saisons précédentes. Alors, la subvention de base pour un FAFA emploi est égalisée avec le terrain de l'ANS, c'est-à-dire sur 3 ans. 3 fois 8 000 euros, c'est-à-dire en tout 24 000 euros sur 3 ans. OK ? Alors, là, il y a une incidence sur l'ANS, mais on en parlera mieux que moi tout à l'heure, Valérie en parlera. La subvention ANS, accordée ou pas, a des incidences sur la subvention FAFA. C'est-à-dire que le club qui postule à la fois sur le FAFA emploi et l'ANS, s'il obtient l'ANS, au lieu des 8 000 euros, eh bien, il aura une réduction à 4 000 euros, c'est-à-dire 3 fois 4 000 euros, 12 000 euros sur les 3 ans. Okay, c'est-à-dire, en fait, qu'il va falloir attendre le résultat de l'ANS pour fixer la subvention FAFA emploi. Ça va, la petite gymnastique? Bien. La formation PFFD est obligatoire. PFFD, c'est quoi? C'est le parcours fédéral de formation des dirigeants. Est obligatoire pour le futur employeur. Cette formation est intitulée « Recruter un salarié et financer l'emploi ». En fait, on va voir en détail tout ce que je vous dis tout à fait brièvement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va vous donner des informations complètes et ouvrir bien sûr le dialogue de telle façon que vous puissiez décider en toute connaissance de cause. Cette formation vous sera programmée très prochainement, courant février, fin février, début mars. Alors, les pièces nécessaires. Vous allez déposer tout d'abord un pré-dossier avant le 1er mai. Et donc, il y a 9 pièces à produire. Tout d'abord, une délibération du club, du comité directeur du club, précisant
que l'éventualité de l'embauche d'un FAFA emploi est prévue dans le club. Ce n'est qu'une mesure d'information. On ne connaît pas encore éventuellement le candidat, ça n'a pas d'importance, mais on décide au niveau du comité directeur du club de mener l'étude et l'analyse financière, en particulier pour pouvoir embaucher la personne. On va faire un pré-contrat de travail, okay, sur lequel on ne sera pas obligé d'indiquer le nom de la personne à embaucher, mais on va fixer toutes les conditions administratives et financières et juridiques pour faire valider ce projet donc par la Commission fédérale. Okay. Je rappelle, pas besoin de connaître éventuellement le salarié. On va faire une fiche de poste. Une fiche de poste qui va préciser toutes les fonctions et les missions du FAFA Emploi en partant du projet club. Vous voyez que les trois pièces que je viens d'évoquer, je vais commencer par le projet du club, la fiche de poste et le contrat de travail sont intimement liés. Et on doit retrouver tous les éléments dans la mission du salarié, les éléments du projet club. Hein, le projet club, c'est quoi? Les BMF pourraient mieux en parler que moi. Hein, c'est effectivement le projet, on l'a dit tout à l'heure, on a marqué associatif sur la slide, mais on pourrait dire aussi le projet éducatif et le projet sportif, parce que tout est lié. Et c'est le développement, par exemple, du football féminin dans le club. C'est la création d'une équipe futsal. C'est la création d'une section sportive en accord avec la municipalité, ou le collège, ou le lycée. C'est développer le programme éducatif fédéral. C'est préparer le club à la labellisation. Et on pourrait en ajouter. Hein? D'accord? Alors à partir de là, fiche de poste précise toutes les missions à consigner sur cette fiche. Ensuite, on va analyser la situation financière. Parce qu'il faut non seulement embaucher la personne, mais aussi la pérenniser. Hein, n'oubliez pas que c'est un CDI. Alors, un budget prévisionnel pour la saison à venir, c'est-à-dire 2023-24, sera demandé au club, avec effectivement les charges et les dépenses, bien sûr, mais aussi les recettes engendrées par la création du poste. On doit pouvoir voir avec le bilan, compte de résultats de la saison précédente, c'est-à-dire la saison 2021-2022, la saison écoulée, on doit voir l'incidence du coût du nouveau salarié. OK? Alors, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est obligatoirement une création de poste. C'est obligatoirement une création de poste. S'il existe déjà le poste responsable sportif dans le club rémunéré, on ne peut pas effectivement bénéficier du FAFA emploi. Par contre, si c'est un CDD, si c'est un contrat à durée déterminée, on peut passer du CDD au CDI puisque c'est effectivement une création de poste. Qu'est-ce que je dois ajouter? L'organigramme du club. L'organigramme du club, le responsable sportif ou la responsable administrative, j'aurais dû dire la ou le responsable sportif aussi, est directement sous l'autorité du président ou une personne dûment désignée par le président sur le plan hiérarchique. Et cette personne doit s'intégrer
donc directement en dessous de la direction du club, et avoir des missions effectivement de responsabilité d'autres personnes qui sont par exemple chargées d'entraîner les équipes, les entraîneurs d'équipe, les éducateurs, pardon, les responsables d'écoles de football, tout ce qui est de la logistique du club. Cet organigramme est demandé 2 mois donc avant, de façon à pouvoir éventuellement corriger et pour démarrer effectivement au 1er juillet, s'il y a embauche au 1er juillet, sur de bonnes bases. Alors, le deuxième dossier, c'est-à-dire le dossier définitif, sera à produire, et là il y a 11 pièces, un mois après l'embauche du candidat. C'est-à-dire, vous embauchez au 1er juillet, vous avez 30 jours pour faire signer le contrat par les 2 parties, faire signer et valider la fiche de poste, l'organigramme, le contrat de travail, bien sûr, et produire les justificatifs de diplôme, le curriculum vitae de la personne. Jusqu'à présent, on n'en parlait pas, mais à l'embauche, il faut en parler, bien sûr, ça paraît évident. Mais aussi les diplômes requis, c'est-à-dire minimum BMF, pour un responsable sportif, la carte professionnelle. N'oubliez pas pour messieurs, mademoiselles les apprentis, de demander à Maxime Baber attestation de diplôme, de telle façon que vous puissiez demander la carte professionnelle à la DDCS. On vous donnera tous les éléments détaillés dans les jours qui suivent la réussite de votre examen. Ok ? Parce que c'est parfois très long pour l'obtenir, mais il faut le faire très vite, donc dès le lendemain de l'obtention. 11 pièces. Carte professionnelle, j'en ai parlé. Je pense, bon, là, c'est le cycle de vie d'un dossier. On vous enverra au club présent, on vous enverra un dossier détaillé de façon à ce que vous puissiez l'étudier et nous poser toutes les questions, puisque, on vous l'a dit tout à l'heure, il y a un suivi du dossier, un suivi permanent, ne serait-ce que par la formation recrutée, mais aussi par téléphone ou mail, et on vous suivra quasiment à temps complet. Bon, merci de votre participation. On reste à votre disposition, je viens de le dire. Pour tout renseignement, la secrétaire du FAFA Emploi, c'est Laetitia Lavoisier, mais on vous donnera tout ça dans les clubs et aussi aux apprentis en main propre. Avez-vous des questions? Il reste du temps. Voilà. Le temps est largement consommé. Bon, il a fait des Merci à vous. La devise du FAFA Emploi, c'est gagnant-gagnant. Salarié-employeur. Merci beaucoup pour cette belle intervention. La parole maintenant à la région emploi, Bedri Basel. Donc je me présente, Bedri Basel, je suis chargé de mission au Conseil régional des Hauts-de-France, au service des sports, de la vie associative et de la jeunesse. Je vais vous présenter un peu en 3 temps quelles sont nos missions. D'abord, la région. Le conseil régional, souvent, si on vous prend dans la rue, personne ne connaît le conseil régional ni le conseil départemental. Les gens sont un peu paumés.
Donc, quand vous habitez dans une ville, vous êtes habitant d'une ville, vous dépendez d'un département, d'une région et de la France. Au niveau licencié, c'est exactement pareil. Vous êtes licencié dans un club qui dépend d'un district, de la ligue, et qui va à la Fédé aussi après. Au niveau région, les votes, quand vous votez pour votre maire, il y a aussi les élections pour les conseils départementaux, les conseils régionaux, et quand vous votez pour le président de la République, c'est pareil. Donc nous, le conseil régional, notre interlocuteur privilégié dans le sport, c'est la ligue. Donc pour le foot, que ce soit les clubs de haut niveau, les manifestations, le pôle et tout, on discute toujours avec la ligue. Étant région, nous c'est la ligue. Les conseils départementaux, c'est les conseils, les comités départementaux ou les districts. La particularité du foot, il y a 7 districts en Hauts-de-France. En général, souvent, c'est un comité départemental par département. Est-ce que vous connaissez, par exemple, le budget du conseil régional ? Voilà. Hop. Pardon. J'étais à droite. Donc nous, la région, on a des compétences obligatoires. Pardon. Donc les lycées nous appartiennent. Il faut savoir que tous les agents dans les cuisines et compagnie, c'est des agents de la région. Les profs, ce sont du personnel éducation nationale. La formation, c'est une compétence obligatoire. La SNCF, le RER, même s'ils sont souvent en retard, on les finance beaucoup. Il faut savoir que le sport, la culture, le tourisme, ce n'est pas des compétences obligatoires. C'est une volonté politique de la région d'aider. Et les départements, vous voyez, eux, c'est plus social, les collèges et compagnie. Budget région, un petit chiffre, personne. C'est plus que le PSG en tout cas. Oh, pardon, rebelote. Budget du conseil régional, 3,5 milliards. Moi, je travaille au service à la direction des sports, de la jeunesse et de la vie associative. On est 50, on a une enveloppe de 28 millions juste en fonctionnement. On a aussi, au sport, on a la partie sport et la partie investissement. Quand votre commune demande un terrain de foot synthétique, souvent la région accompagne. Souvent, sur un budget d'1 million, la région accompagne à hauteur de 100 000 € pour un terrain synthétique. Là, on a une grosse ligne, c'est pour les piscines. Après, il faut savoir aussi que dans d'autres directions, on aide le sport. Les lycées, par exemple, au niveau éducation, la formation, la communication. Si vous savez, on est en 2023, il y a un grand événement sportif qu'il y a en France, la Coupe du monde de rugby. Il y a 6 matchs à Lille. On aide le comité d'organisation pour la Coupe du monde de rugby. On va acheter plein de places pour les jeunes, on va leur offrir. Et on va aider aussi, l'année prochaine, si vous le savez un peu, il y a Paris 2024. Il faut savoir que dans la région des Hauts-de-France, il y a un peu plus de 13 000 clubs. Nous, on aide plus de 350 manifestations sportives de niveau national ou international. Mercredi, il y a le grand meeting international de Liévin en athlée. C'est une manifestation qu'on soutient. Il y a eu les championnats de France de cyclisme sur piste à Roubaix, on soutient. C'est que des compétitions nationales ou internationales. 650 clubs qui évoluent en championnat national 3 minimum dans toutes les disciplines. Après, je vous montrerai les aides qu'on donne aux clubs de foot. Les structures de formation, les centres de formation. Le pôle espoir garçons et filles à Liévin sont soutenus par la région, à hauteur de 35 000 € par pôle. Les sportifs individuels, on les aide. Les ligues, on a une convention avec la Ligue des Hauts-de-France de foot. On les accompagne sur certains projets, la formation des arbitres, les jeunes et compagnie. Les minibus. Il y a beaucoup de clubs de foot qui achètent des minibus. Vous avez le droit à l'aide du FAFA, qui peut être accompagné par une aide de la région. Après, on a 3 bâtiments qui nous appartiennent. Le crève de Wattignies, le vélodrome de Roubaix et le stade couvert de Liévin. Alors ça, c'est les disciplines que moi je gère. Dès qu'il y a un dossier football pour une demande de subvention, obligatoirement, il va passer par moi. Après, j'ai peut-être certaines disciplines qui sont un peu particulières. J'ai tous les sports scolaires. J'ai les sports aériens, c'est pas un cadeau.
J'ai la partie événementielle et communication, et j'ai tous les athlètes qui vont aux Jeux Olympiques. Alors, il faut savoir, en dehors des aides au sport, vous pouvez bénéficier de d'autres aides. Il faut aller sur le guide des aides. Exemple, jeune qui veut passer son permis. Sur certaines conditions, la région peut accompagner jusqu'à 90% du permis. Pour les gens qui travaillent à plus de 20 bornes de chez eux, qui gagnent par mois 2 fois moins que 2 salaires du SMIC, un peu moins de 2 salaires du SMIC, la région accompagne à hauteur de 20 € par mois, soit 240 € sur une année. C'est 2-3 pleins, mais c'est toujours ça. Si vous avez, pour certains, des enfants, on accompagne aussi à la garde d'enfants. Donc il faut aller sur le guide des aides, il y a plein d'aides que vous pouvez bénéficier, mais il faut juste aller voir. Donc pour les demandes, les clubs de haut niveau, voilà, tout est sur une plateforme. C'est les clubs de haut niveau, là, les 650 clubs. Les manifestations sportives. On aide aussi, on a un dispositif à part pour les tournois de foot internationaux. Dès qu'il y a 6 clubs étrangers, de nationalités différentes, la région accompagne financièrement à l'organisation de ces tournois. Les minibus, on en a parlé, soit neufs ou d'occasion, on subventionne. Les ligues, les structures de haut niveau, bon, comme je vous ai dit, c'est les 2 pôles. Vous voyez la grille d'aide des clubs de haut niveau. La région n'accompagne que les clubs évoluant en championnat national. Les élus ont estimé que les clubs de Ligue 1 Ligue 2 avaient assez de droits de télé. On les finance à hauteur de 40 000 € en prestations de com via la direction de la com. C'est juste avoir le logo dans le stade et on a 20 places par match qu'on offre à différents clubs de la région. Club de National 1, c'est 150 000. C'est forfaitaire, hein, c'est des grilles. Dunkerque en N1, c'est 150 000 €. Il y a une équité homme-femme. Si, pour l'instant, les 2 clubs féminins, Lens et Lille, qui sont en D2, ils ont 63 000 €, comme les clubs qui évoluent en National 2, comme Saint-Quentin, Chambly, Boulogne, Ouascal et Beauvais. National 3, 19 000 €. Et l'année prochaine, on va aider la D3 féminine. C'est la nouvelle division qui va se créer. Si j'ai bonne mémoire, c'est Roubaix qui est en tête en R1 féminine qui devra accéder à la N3. Donc ils peuvent prétendre à une aide. On aide aussi le futsal. On en arrive à l'aide aux emplois. Quand il y a eu la fusion des régions, la nouvelle majorité avec M. Xavier Bertrand, ils ont créé l'aide à l'emploi, le CREAP 1. Ils étaient partis d'une aide sur 500 CREAP. C'était 28 000 €, 10 000, 8 000, 6 000 et 4 000 la dernière année. On devait aider 500 emplois, ils ont été jusqu'à 630, je crois. Celui qui gère ça, c'est Rémi Dubois, vous voyez ses coordonnées. Et là, on arrive à la CREAP 2, parce que ça fait déjà plus de 4 ans. Il y aura un peu moins d'emplois. Voici les critères d'éligibilité. Donc, si vous êtes concours au développement de l'association, au renforcement de l'autonomie de l'association, ou à la pérennisation de la structure de l'association, vous pouvez faire une demande. Vous êtes obligé d'être accompagné par une structure qu'on va vous présenter. Ils vont surtout regarder si vous avez les reins solides pour avoir un emploi. On va prendre un club lambda qui a une enveloppe, un budget annuel de 15 ou 20 000 €. Avoir un emploi, ça va être très compliqué. Comme me disait M. Dartois tout à l'heure, c'est obligation de créer un poste en CDI. Et ces postes peuvent être cumulables avec le FAFA ou même avec les aides de l'État. Mais comme il n'y en a pas beaucoup, ça va être très compliqué pour les avoir. Le CREAP 2, c'est sur 3 ans, 22 000 €, 10 000 la première année, 8 000 la deuxième année et 4 000 la troisième année. Et vous pouvez créer en temps partiel à 80%. C'est les critères d'éligibilité. Vous les laissez lire. Pour certains clubs qui ont bénéficié d'un CREAP 1, ils n'ont pas le droit au CREAP 2. Pour ça, désolé. Mais... Il y a des exceptions des fois. Parfois, il y a des exceptions. Est-ce que c'est bon?
Et la dernière diapo. Un seul créap par association. Il arrive que certains clubs ou certaines villes, ils arrivent à mutualiser avec deux, trois associations. Parce que un club, comme je disais, quand vous avez un budget de 15 ou 20 000 euros, à lui tout seul, il ne peut pas prendre en charge tout le salaire d'un emploi. Donc ils vont mutualiser avec d'autres sports, d'autres disciplines ou d'autres clubs pour prendre un emploi. Je pense qu'il y a certains présidents de clubs qui vont venir me voir pour peut-être pour d'autres subventions, peut-être un minibus. Donc on aura l'occasion d'échanger, vous donner quelques conseils aussi sur ces aides-là. Pour moi, pas d'autres remarques. Si vous avez des questions. Le CREAP 2 est cumulable avec le FAFA. Pardon? Le CREAP 2 est cumulable avec le FAFA. Oui. Moi j'ai une question. Est-ce qu'un club de National 1 et qui a aussi les féminines en D1, est-ce qu'il a 2 fois la subvention? Non. Au mieux 10 ans. Il arrive que dans certains sports, dans la même équipe, les 2 équipes évoluent en championnat national, garçons ou filles, on donne au mieux 10 ans. Alors je vais vous donner un exemple, c'est au volley, il y a un club dans le Nord-Pas-de-Calais, les filles étaient en N1, les garçons aussi, ben, ils ont fait 2 clubs différents pour bénéficier des 2 aides. Ah, ils ont le droit, hein. Autre question? Ben, merci de votre écoute et puis à tout à l'heure. La parole désormais à la Dragesse ANS, Valérie Olivier. Bonsoir toutes et à tous. La tâche n'est pas facile parce qu'en fait j'ai plein de choses à vous dire, mais je vais essayer d'avancer quand même. J'ai fait peur à Christophe avec mes 30 diapos. Je vais d'abord vous présenter un petit peu ce que c'est que la Dragesse. C'est l'enseignement des RJSS, Dragesse, délégation régionale académique, jeunesse, engagement et sport. Sa naissance est liée à la réforme de l'État avec la naissance de l'ANS, l'Agence nationale du sport, qui a donné une nouvelle gouvernance en fait du sport. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer tout ce que c'est, mais c'est peut-être des termes que vous devriez avoir à connaissance. L'Agence nationale du sport, la Dragesse. Et la Dragesse, donc, c'est 3 pôles métiers, dont le pôle des pratiques sportives, donc, dans lequel je travaille, avec lesquels il y a également les conseillers techniques sportifs. On a également le pôle jeunesse et vie associative, donc, qui travaille par exemple pour le développement des services civiques que vous pouvez aussi peut-être avoir dans vos clubs. Et puis le pôle métier et animation du sport qui met en place toutes les formations de brevets professionnels, pour exemple. La question de l'emploi et la professionnalisation, on l'a évoqué déjà un petit peu tout à l'heure, hein, notamment la question de la pérennisation répond à des objectifs, des enjeux sociaux. Alors, en premier, évidemment, la réduction du taux de chômage, mais aussi d'autres éléments, qui est l'aspect de l'adaptation de l'encadrement à ces nouveaux enjeux. On voit bien que la société évolue, les besoins, ne serait-ce que par rapport aux indicateurs de santé, figurent de plus en plus intensément, et beaucoup d'études ont montré que la pratique du sport permet est un traitement thérapeutique palliant du coup à la prise de traitements médicamenteux. Donc je pense que le sport doit pouvoir s'intégrer, les associations sportives doivent pouvoir s'intégrer dans ces enjeux de santé de la population. Notre rôle s'inscrit dans l'évolution de l'offre sportive. On évoquait tout à l'heure la possibilité pour un club, bien sûr, de développer une pratique, de développer son club par le développement d'une pratique sportive en faveur de ses licenciés, mais le développement de son offre à destination d'un public autre que ses licenciés est aussi important quant à sa structuration et donc à diversifier son offre sportive.
Et donc, je le souligne également comme les personnes qui sont intervenues avec moi, avant moi, autour de la question durable de l'emploi. Pour ce qui est de notre question donc, relative à la professionnalisation, on va s'attacher prioritairement, comme l'a souligné Louis, au projet de l'association, au projet de recrutement qu'a l'association, c'est-à-dire qu'est-ce qui génère le fait qu'on a besoin d'un professionnel au sein de la structure. C'est certainement pour développer une qualité de l'offre de service, et donc pour ça on a besoin d'un professionnel pour le faire. Du coup, autour de ça, il y a cette question de la création d'un emploi. On fait le pas. Donc, sur l'appui de l'IFF sur la fonction employeur est extrêmement importante, de faire le pas dans cette création d'emploi. Mais on peut aussi imaginer, parfois après la création d'un emploi, des besoins en termes de consolidation. Et donc ça, on peut le prendre en compte au niveau de l'ANS, même si ça reste, vous le verrez après, des pourcentages minimes en termes de consolidation. On va soutenir prioritairement des contrats à durée indéterminée, puisqu'on est vraiment dans cette perspective des emplois pérennes, mais ce n'est pas exclu de pouvoir aussi soutenir la création de CDD, parce que parfois, ça peut être la demande d'un jeune de commencer dans les métiers du sport, et peut-être que cet emploi ne va pas lui convenir et qu'il va chercher ailleurs. Donc ça peut être aussi utile pour un club de démarrer à offrir un emploi en CDD pour un jeune. En ce qui concerne les aides mobilisables en Hauts-de-France en 2022, je suis désolée, alors là je fais le point sur 2022, et ensuite je vous évoquerai les aides ANS sur 2023 et je vais me baser essentiellement sur les critères 2022 puisque les orientations nationales ne sont pas encore arrivées pour 2023. 5 millions, un peu plus de 5 millions d'aides exclusivement sur le développement d'emplois sportifs au sein des associations, clubs, comités départementaux ou ligues en région Hauts-de-France, qui sont répartis donc sur 3 types de dispositifs. L'apprentissage, le dispositif Un jeune, une solution qui a été créé suite au Covid, pendant le Covid, au travers de France Relance, et ce sont notamment des emplois soutenus par la Cour européenne, et puis les emplois entre guillemets traditionnels, que sont les emplois ANS. Pour vous donner un ordre d'idée, donc cette répartition des aides, majoritairement en région Hauts-de-France, on a 558 emplois qui ont été aidés cette année en 2022 pour 344 structures soutenues financièrement, donc j'ai dit clubs, comités départementaux ou ligues, et ça se répartit donc majoritairement sur des postes financés de manière pluriannuelle. Donc la pluriannualité, c'est 3 ans d'aide au maximum. Donc 558 emplois, je vous disais, sur 735 demandes. Donc on a eu un certain nombre de refus, évidemment. Je vous donnerai les critères juste après. Et donc 344 structures aidées. Vous pourriez réagir sur le dernier point qui dit on avait 5 millions, un peu plus de 5 millions d'euros à dépenser. On en a dépensé 4 800 000. Oui, on a dû remonter des crédits. On n'a pas consommé la totalité de l'enveloppe. Pourquoi ? Parce que, et ça c'est vraiment important à le retenir, pourquoi ? Parce que le projet de création du poste avait l'air fondé, avait l'air d'être à maturité au moment du dépôt du dossier, et le contrat de travail a tardé à être signé, etc. Et on est arrivé donc à la fin de la date possible de financement de ces emplois sans avoir eu le contrat de travail signé. Et du coup, ces crédits, on n'a pas pu se retourner à temps pour trouver une autre structure potentiellement bénéficiaire. Et donc, on a dû remonter, on est resté avec des enveloppes qui n'ont pas été mobilisées parce que le projet du club n'était pas suffisamment mature. Donc ça, c'est un enseignement à avoir et c'est bien dommageable pour les associations sportives qui, du coup, pour d'autres, en tous les cas, qui sont restés sur la touche. Majoritairement, les aides de l'ANS pour 2022 ont servi les clubs. Donc c'est 74% d'associations locales qui ont été soutenues. Ça, je vais vous le passer puisqu'on en a parlé. Et au niveau des disciplines, c'est 57 disciplines qui ont pu bénéficier d'une aide à l'emploi. Et là, vous voyez, le football arrive en second en termes de postes financés, 51 postes soutenus à l'aide à l'emploi. Par contre, en termes de montant financier,
Donc le football arrive en tête. Ça signifie simplement que sur, par exemple, en tennis, on a peut-être financé davantage des postes à mi-temps, des temps partiels, par rapport au football, pour exemple. Cette fois, je vous propose de regarder un petit peu en football ce qui s'est fait concrètement. On a donc financé 51 dossiers, 60, sur 63 déposés, ce qui fait donc une enveloppe de 460 000 € quasiment. Il y a quelque chose d'intéressant ici. Au niveau de la région Hauts-de-France, la répartition de l'enveloppe, elle est majoritaire dans le Nord. On est de mémoire 41% pour l'ensemble des projets Hauts-de-France soutenus par l'emploi dans l'ANS. Et en football, 35% dans le Pas-de-Calais. Je ne sais pas, je n'ai pas l'explication, mais ça serait intéressant de la creuser. 35% des aides dédiées au football par l'ANS en Hauts-de-France ont été mobilisées pour des clubs dans le Pas-de-Calais, des clubs ou des structures du Pas-de-Calais. C'est intéressant à observer. Et puis, si on regarde un petit peu par rapport aux objectifs de l'ANS, on a quand même des objectifs de territoire carencé d'intervention. Donc, ce sont des critères de choix sur la mobilisation de ces crédits. Et on est quasiment en football, on est au-dessus d'ailleurs, un petit peu au-dessus que le niveau régional sur le financement donc, de postes dont les clubs ou les actions de ces postes vont au profit de territoires carencés, donc QPV, ZRR, etc. Majoritairement, ces clubs, ces dossiers, ces postes créés sont des premières demandes. Je vous disais tout à l'heure, chez nous, c'est possible. Au niveau de l'ANS, c'est possible de financer, de cofinancer une consolidation d'emploi. Pourquoi ça? Parce que, je vous l'ai dit, on est sur une perspective de pérennisation des emplois. Il se peut qu'il y ait un poste qui ait été créé il y a quelques années, et puis comme là, une conjoncture fait que il y a le Covid, il y a moins d'activité, etc. Et le poste peut être en difficulté à cause d'une diminution de l'activité. Et du coup, l'ANS ne nous interdit pas de venir en consolidation de ce poste, à la condition, bien évidemment, que ce soit argumenté dans le dossier sur les besoins d'un petit coup de pouce supplémentaire sur cette année-là ou sur quelques années éventuellement. En général, les aides à l'emploi à ANS, c'est 12 000 € pendant 3 ans. Là, sur de la consolidation, on va partir sur 6 000 €. Donc, ça peut aller jusqu'à 3 fois 6 000, par exemple, pour de la consolidation à l'emploi. Alors, on rentre dans le cadre d'une série d'objectifs de développement, la réduction des inégalités, le développement de la pratique sportive, la prévention des noyades, ça vous concerne moins, la promotion des actions citoyennes, etc. Bref, le panel est assez large. Mais si on observe un petit peu ce qui se fait réellement, on est majoritairement sur l'ensemble des demandes autour du développement de la pratique sportive. C'est principalement ce pourquoi les postes sont créés. Ici, donc, on est dans cette rubrique développement de la pratique sportive, davantage en football, sur du développement de la structuration du mouvement sportif, un petit peu sur la diversification de l'offre de pratique, donc c'est un petit peu tous les exemples que donnait Louis tout à l'heure. Et puis on est quand même à 12% sur le développement du sport scolaire. C'est quand même un axe de travail que vous avez, vous, en football. Et ce pourcentage, bien évidemment, il paraît faible là, mais il est quand même très important par rapport au pourcentage des autres disciplines sportives. Et donc sur le pourcentage Hauts-de-France. Autre chiffre, aussi peut-être à avoir en tête, mais c'est pas nouveau, les emplois qui sont soutenus, qui ont été créés et soutenus, concernent 31% d'entre eux à viser des mineurs. Donc ce qui est aussi un peu logique dans votre culture du football, qu'on a 15% par contre en région Hauts-de-France, donc toutes disciplines confondues. Majoritairement aussi, les emplois qui ont été créés et soutenus visent un public licencié adhérent, alors que sur l'enveloppe Hauts-de-France, on est sur un pourcentage aussi ciblé sur les licenciés, mais un peu dans une moindre mesure. Et alors moi, je me pose la question, quel impact sur la pérennisation des postes en football? C'est la question que je posais
aux intervenants précédents, c'est une réelle question. Parce que une aide à l'emploi, oui, c'est bien, ça va permettre de créer l'emploi, de donner une impulsion. Par contre, si le club, à un moment donné, se retrouve en difficulté financière pour pouvoir maintenir ce poste, qui a développé un service, qui a développé une qualité d'offre, une structuration du club, s'il doit s'en séparer, c'est une catastrophe pour le club. Et donc, il faut vraiment penser à la pérennisation dès le départ du projet. Donc, c'est une aide à la création, je vous l'ai dit tout à l'heure, et éventuellement à la consolidation, développer une activité et la structurer. Et puis, c'est surtout aussi, en termes de réflexion, générer une économie qui est à réinvestir dans le projet. Moi, j'entends parfois des dirigeants associatifs qui disent « on ne peut pas faire de bénéfices, on n'a pas le droit en association ». Ben si, vous avez le droit, à la condition, bien sûr, que ça se réinvestit dans le projet de l'association. Il faut faire du bénéfice, au contraire, il faut en faire. Il faut générer une nouvelle économie qui puisse pérenniser ces emplois créés. Donc, c'est une vraie question. Je suis friande d'études qui auraient pu être faites ou qui seront à être menées. En tous les cas, nous, en région Hauts-de-France, avec la DRAGES, je pense que c'est un sujet qu'on va traiter, aborder, en tous les cas, cette année 2023, sur les postes qui ont été aidés. Maintenant, les orientations, je suis désolée, mais je dépasse un petit peu, mais comme mes prédécesseurs aussi, tout va bien. Je fais pareil, il n'y a pas de raison. Du coup, sur les orientations 2023 que je n'ai pas, je vais vous parler des orientations 2022, en sachant qu'il n'y a pas trop de surprises, en tous les cas pas trop de mauvaises surprises, je l'espère pour 2023. Sachez qu'en termes d'organisation, on a d'abord une orientation nationale qui nous arrive dans les services, dans les DRAGES. Cette orientation nationale, elle est travaillée, discutée entre l'ANS, avec le ministère des Sports, donc dans le cadre d'une convention, ça part au CNOSF. Donc il y a vraiment une réflexion tripartite avec les différents partenaires pour élaborer donc, ces orientations d'aide liées à l'ANS. De là, on a la possibilité d'adapter ces aides à notre contexte territorial. Donc on en fait une note régionale. Bon, il n'y a pas tellement de surprises en général, mais parfois, il y a des caractéristiques qui font qu'on peut être amené à adapter en fonction, par exemple, chez nous, puisqu'il y a le CREAP, puisqu'il y a le FAFA, le CREAP qui n'est pas forcément vrai dans toutes les régions, et ben, on peut potentiellement adapter en fonction donc, des aides en présence. Alors, qui peut en bénéficier? Toutes les associations sportives qui sont affiliées dans une fédération peuvent déposer une aide à l'emploi. On n'a pas d'orientation directe sur le type de poste. Sur les aides traditionnelles emploi ANS, on n'a pas de conditions d'âge. On a des conditions d'âge liées au dispositif Un jeune, une solution, mais ça, c'est pas nous qui fixions les règles, hein, c'était l'Europe qui fixait les règles. On aura encore une petite enveloppe Un jeune, une solution cette année pour le recrutement de jeunes de moins de 30 ans, mais pas beaucoup. Alors je ne sais pas le montant, mais c'est pas bien énorme. Et en fait, ce sont des reliquats de l'année dernière, simplement. Et puis, on a aussi des aides pour le recrutement d'un apprenti. En sachant que ces aides à l'apprentissage viennent en complément des aides de droit commun, donc délivrées par la direction du travail, qui pour cette année 2023 est à hauteur de 6 000 €, quel que soit l'âge. C'est pour le ministère du Travail qui délivre ces aides-là. Pour l'ANS, ce sont des aides à hauteur de 3 000 €. C'est ce qu'on a décliné ici en région en 2022. 3 000 € qui vient donc en complément de cette aide du ministère du Travail pour le recrutement d'un apprenti. Et l'ANS nous dit, dès lors que le salaire de cet apprenti a un reste à charge trop important, enfin très important pour l'association, le plus important. Et donc le reste à charge pour les apprentis, le plus important, c'est pour les 26 ans et plus. Donc on n'aide pas des apprentis en deçà de 26 ans. On aide les apprentis à partir de 26 ans et plus, puisque c'est à ce moment-là que le salaire doit être versé à 100%. Donc Un jeune, une solution, je le passe vite, parce qu'on n'a qu'une toute petite enveloppe a priori cette année. L'aide à l'apprentissage, donc sachez que c'est tout à fait possible, mais 26 ans et plus.
C'était comme ça en 2022, je pense que ça sera pareil pour 2023. Et puis l'aide à l'emploi, eh ben, on est sur 3 fois 12 000 € jusqu'à présent. Avec mes collègues, on se posait la question justement de l'aide dégressive, parce que toujours dans cette perspective de la pérennisation, plutôt que se retrouver au bout de 3 ans terminé, il n'y a plus les 12 000 €, c'est là où malheureusement la plupart des dirigeants se rendent compte que comment on va faire pour trouver 12 000 € pour continuer à maintenir l'emploi, et c'est là que les difficultés commencent. Donc en même temps, ces aides dégressives, je vous l'avoue, hein, c'est extrêmement compliqué à gérer en termes de ressources humaines et de suivi budgétaire dans les services. Donc il y a du pour accompagner au mieux les associations, mais on est sauvé en football puisque l'IFF va travailler sur la fonction employeur, et donc normalement on ne devrait pas avoir trop de soucis au bout des 3 ans, donc je pense qu'on va rester sur du 12 000 €. Enfin, en tous les cas, une aide fixe. Recevabilité du dossier, uniquement s'il est complet. C'est-à-dire que toutes les pièces justificatives, vous savez, hein, il faut déposer le dossier sur le compte asso, il y a le descriptif du projet, et puis il y a une série de pièces justificatives qu'il faut apporter, dont le projet de l'association, dont le budget, la fiche de poste, ou voire même déjà le premier contrat de travail. Ce sont des documents qui permettent aux instructeurs, donc qui sont de l'autre côté de la machine, qui lisent votre dossier et qui se disent ouais, ce projet, ça a l'air d'être intéressant, ils veulent s'ouvrir vers l'extérieur. Ils ont une ressource qui rentre petite, mais c'est quand même, ils font l'effort d'aller chercher de nouvelles ressources. Il y a un contrat de travail qui est quand même pas mal rédigé, etc. Bref, ça donne confiance à l'instructeur, ça lui donne envie de soutenir votre projet de club et donc d'apporter une aide financière pour le recrutement au salaire, donc pour le recrutement de cette personne. C'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. Parfois, les services prennent le temps, parce qu'on a aussi une restriction humaine, hein, mais parfois les services, et le font majoritairement, prennent la tâche du club quand il manque des petites choses en termes de précision, etc. Par contre, clairement, cette année, tout dossier incomplet, on ne va pas aller chercher les pièces justificatives. Il n'est pas complet, il n'est pas complet. On n'a pas de fiche de poste, on n'a pas de contrat de travail, c'est que le dossier n'est pas mature, la réflexion n'est pas mature, est recevable. Ça, on est obligé de basculer dans ce cas de figure-là, de manière à ne pas tomber dans le piège que je vous disais en tout début, c'est-à-dire de se retrouver à la fin avec un projet qui n'est pas mature et pas de contrat de travail signé, et donc on perd la subvention alors qu'on aurait pu l'octroyer à une autre association dont le projet potentiellement pouvait être plus mature. L'instruction des dossiers, donc je vous en ai déjà parlé, mais je tiens à souligner le fait qu'une subvention n'est pas indue. Et ça, il faut bien l'avoir. J'ai eu plein de clubs qui prennent le téléphone et m'aboient dessus parce qu'ils n'ont pas reçu leur subvention alors que pour eux, ils le justifiaient. Non, c'est pas indu. On regarde en fonction de l'enveloppe qu'on a, on regarde en fonction de l'ensemble des demandes que nous avons, on regarde la qualité du dossier, la maturité du dossier, et c'est en fonction de ça qu'on dit oui, ça vaut la peine de tenter le coup, d'essayer d'appuyer cette association sportive. Et bien évidemment, l'instruction se fait en lien, prend en compte évidemment la stratégie fédérale, le service emploi de chaque fédération, dans le cadre de leur PSF, un projet sportif fédéraux qui est décliné, il y a souvent, en tous les cas c'est ce qui est demandé, une stratégie en matière d'emploi. Et les services déconcentrés jeunesse, engagement et sport qui ont à mobiliser ces crédits d'ANS cherchent à faire le lien avec la stratégie fédérale qui se décline dans les territoires. C'est pourquoi, agent de la fédération, c'est bien d'avoir les avis de vos services pour justement éclairer, nous, en service instructeur qui regardons tous les dossiers de toutes les disciplines sportives, d'avoir un avis, un regard spécifique de la fédération nous est bien utile pour faire la part des choses et vraiment cibler l'aide sur les clubs qui en ont véritablement le besoin. Voilà l'instruction, évidemment, au regard du descriptif et des pièces justificatives, je vous l'ai dit, et puis aussi la partie budgétaire, évidemment, qui a toute son importance, comme je vous l'ai déjà évoqué. En matière de calendrier,
On espère, en tous les cas, on fera le maximum pour lancer des webinaires dans la dernière quinzaine de mars. Webinaire, c'est un peu ce qu'on fait là, ce que vous allez vous faire dans votre discipline sans doute, pour donner les règles du jeu de l'année 2023 quant au dépôt de dossiers. Ces webinaires, c'est un peu la mode, et merci le Covid, hein, c'est le Covid qui nous a appris à faire ça, visant du coup à toucher le plus grand nombre possible en termes d'information, de communication sur ces dispositifs d'aide. Le dépôt de dossier devrait être ouvert, donc le compte asso sur les aides à l'emploi devrait être ouvert début avril. Fin de dépôt de dossier, mi-mai, fin mai, je ne sais pas encore exactement. En tous les cas, c'est ça, à partir de ce moment-là, donc plutôt dernière quinzaine de mai, voire dernière quinzaine de mai, on vérifiera, les services vérifieront les pièces justificatives. Si pas toutes les pièces, le dossier il est recalé. Et puis c'est à partir de ce moment-là qu'on analyse les dossiers, qu'on essaie de voir si ça colle dans l'enveloppe. Hein. Souvent on dépasse largement et il faut faire rentrer dans l'enveloppe. Voilà. Tout ceci ne se fait pas uniquement un agent dans un service assis à son bureau à lire un dossier, ça se fait aussi en concertation avec ce qu'on appelle l'instance de concertation régionale qui est à mettre en place. Donc ce sont des acteurs qui appuient aussi l'aide comme le conseil régional ou bien aussi qui a un regard sur le développement associatif comme le mouvement sportif olympique, comme le CROSS ou les comités départementaux olympiques sportifs. Voilà. Et la mise en paiement n'est possible qu'à partir du moment où on a le contrat de travail signé, donc le recrutement va être fait. Voilà. Cette année, on s'est fait piéger et on a attendu trop longtemps, nous bloquant du coup après pour dépenser en quelque sorte les aides que nous avions à disposition. Un petit conseil, bien regarder les dispositifs, donc le bon dispositif et le bon service instructeur, en sachant que les clubs sont instruits par les SDJES et non plus des DCS. SDJES, Services départementaux, jeunesse, engagement et sport. Donc les clubs et comités départementaux au niveau des départementales. Et puis la DRAGES instruit, elle, tous les dossiers des ligues et tous les dossiers de l'apprentissage, y compris l'apprentissage des clubs. Voilà, alors se pose la question, effectivement il y a de la complémentarité entre les aides, mais moi clairement je me pose la question entre une aide de l'ANS à 12 000 €, une aide du FAFA à 10 000 €, une aide du CREAP à 8 000 €, ça nous fait 30 000 €, c'est à peu près le salaire annuel d'un emploi, ça fait du reste à charge à zéro. Comment on peut envisager la pérennisation d'un poste comme ça? Moi je pose la question et je suis en lien effectivement avec Rémi Dubois du conseil régional pour justement non pas sanctionner les clubs mais au contraire les mettre dans une perspective d'aide pour eux, pour les licenciés qu'ils accueillent et aussi pour le jeune qu'ils envisagent de recruter dans ce poste. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, évidemment, je suis à votre écoute. Merci beaucoup. Alors, avant de passer au témoignage des deux clubs, donc, ils vont vous présenter ce qu'ils ont pu faire sur les BMF qu'ils ont déjà eu avant. Ils ont pu, notamment grâce à tout ça, pérenniser les éducateurs. Donc ça va vous permettre aussi à vous de voir ce qu'il est capable de faire et ce que vous pouvez mettre en place directement par la suite. Donc la parole au président de l'ESNOI Covigny, Francis Bertrand. Je me déplace doucement, il y a le genou qui fait la chaîne. Pas de souci. Voilà, bonsoir à tous et toutes. Moi, je vais faire très court, d'autant plus qu'après moi, il y a encore un autre club qui saura vous en dire encore plus. On peut passer à la photo suivante, là, il n'y a que moi qu'on voit. Il y a juste 2-3 photos de toute façon. Voilà, c'est justement les salariés qu'on a au club actuellement, puisque je vais vous parler d'eux. Il y en a 2, ils vont pouvoir se faire mettre en boîte ou autre, puisque c'est 2 apprentis qui sont là en ce moment. Donc leurs collègues vont sûrement s'amuser avec eux. Donc pour revenir surtout, comme il m'avait été demandé, pourquoi on a choisi
de partir là-dessus, d'avoir des salariés dans un club de district de l'Oise, pour ceux qui ne connaissent pas Noailles, qui doit toujours évoluer en championnat de district, actuellement en D2, pas plus, mais qui a quand même 505 licenciés, pas salariés, oula, 505 licenciés actuellement. Grâce sans doute à tous ces apprentis qui sont là. Donc il y a dans les années, avant les années 2000, un de mes prédécesseurs avait estimé qu'il fallait, entre guillemets, professionnaliser un petit peu l'accueil des jeunes principalement, et il avait décidé de prendre un employé. Moi, je suis arrivé quelques années après, et j'ai voulu continuer comme ça. Et on avait un jeune au club qu'on avait eu en service civique, qu'on avait eu ensuite en un petit CDD, et qui faisait plus que l'affaire. Et j'ai décidé en 2015 donc, de l'employer. On a eu pour ça une aide de la région déjà, un premier créa. C'était surtout cette aide-là. On avait des aides de... Maintenant, l'ANS, c'était le CNDS ou encore d'autres noms, la DDCS, et enfin, j'en passe, ça change souvent, mais on avait été aidé aussi comme ça. Et cet emploi, il nous a été très, très, très bénéfique, puisque avec lui, il est là-bas à gauche, il est devenu directeur sportif du club, et on développe de plus en plus le club. Le développant, avec l'appui d'autres bénévoles à ce moment-là, on a eu de plus en plus de monde. On s'est dit, on ne peut plus y arriver comme ça, il nous fallait créer un autre emploi. Le deuxième à côté, qu'on a embauché il y a 2 ans, avec là le CREAP à nouveau, et le FAFA Emploi. Toujours des petites aides également complémentaires de l'ANS. Et j'oublie pas chez nous, je ne sais pas partout, peut-être dans tous les départements, mais dans l'Oise c'est comme ça, le conseil départemental de l'Oise qui donne aussi un pourcentage, 20%, sur le reste à charge des clubs. C'est quand même encore une bonne aide. Donc on a eu ce directeur, ce responsable sportif. Et puis quand ça a été créé, parce que depuis tout temps j'entendais des jeunes qui étaient intéressés pour avoir un emploi dans le football, mais non, on ne pouvait pas ça. Il a été créé donc les apprentis, bonne nouvelle. Ça a permis régulièrement, puisqu'on a, dès la première année, on a eu 2 jeunes, de leur donner goût à ça. C'était déjà des jeunes qu'on avait au club. Soit ils avaient fait un service civique, soit ils jouaient au club, on les connaissait. Et puis, ils ont suivi les formations pour avoir le BMF en apprentissage. Et ces jeunes-là, on a pour l'instant réussi à les garder avec quelques autres aides qui sont venues. Les contrats PEC notamment, ça c'est pour la partie subvention qu'on arrive à obtenir, je vais dire. Et on a encore actuellement deux jeunes qui sont donc ici, qui sont en train de suivre cette année le même BMF. À côté, les 2 derniers tout à l'extrême droite, là, c'est un apprenti également qu'on a, qui est aussi dans la salle, qui lui, pas souvent, ça ne doit pas être courant dans les clubs de district, qui s'occupe de tout ce qui est événementiel, sponsoring, partenariat. Et c'est évidemment une autre façon de pérenniser ces emplois. En développant l'activité, beaucoup de licenciés, beaucoup d'enfants, nouvelles pratiques, je vais y venir après, on a de plus en plus de licenciés. On a aussi de plus en plus d'échos favorables si je vois les structures environnantes, les mairies qui un petit peu nous soutiennent. Voilà, il faut amener un plus dans le club, un plus pour les enfants et les familles. Et tout ça, ça s'enchaîne. Et jusqu'à où, je ne sais pas, parce qu'évidemment, on ne pourra pas aller non plus à un point inimaginable. Mais voilà, ça aide aussi à structurer. Celui qui est tout en haut là-bas, ce n'est pas un salarié du club, c'est un jeune qui est chez nous, qui fait un apprentissage de PGEPS, et qui a une formation au club. Un de celui-là, justement, je vais rebondir sur lui, dans les nouvelles pratiques qu'on peut proposer, rien à voir avec le foot, évidemment. À partir du lundi 20 février, on va proposer de la marche nordique. Pourquoi comme ça? C'est surtout parce que de 18h à 19h, c'est dit qu'il y a des parents qui viennent,
qui repartent éventuellement un peu chez eux s'ils habitent tout près, ou qui sont là à attendre, qui s'embêtent. On veut trouver des activités à leur proposer. Alors là, pour l'instant, on la met en route. Mais après, ça sera évidemment une activité du club, avec des licenciés, et ça touche encore d'autres personnes, et ainsi de suite. Et on développe comme ça encore plus. Et quand notre apprenti partenariat va voir les sponsors qu'on peut avoir, leur parler un peu de ce qu'on fait, c'est pas que le foot, même si paraît-il c'était très beau hier soir, Marseille-PSG, mais il y en a certains, vous le savez bien, qui nous aiment le foot avec ce qu'on voit, ou ce qu'on entend, malheureusement. Bon, là, ils voient que c'est le foot des campagnes, je vais dire. Il y a autre chose, et on arrive comme ça à avoir du monde qui nous aide. Pour arriver, madame posait la question, je ne sais pas si on arrivera à pérenniser tout le temps, mais à développer de plus en plus comme ça, pour néanmoins, indispensable d'avoir votre soutien, bien entendu, et surtout de ce qu'on entend, ça baisse un peu, si, ça, on est arrivé à le faire nous, c'est comme dans tout, je pense, tout le monde est pareil, quand on met quelque chose en place, c'est au tout début qu'on a besoin. C'est pas une fois qu'on y est arrivé qu'il faut nous amener une petite aide parce qu'on s'est débrouillé avant, finalement, ou on n'y est pas arrivé du tout. Donc, c'est pas l'idée. Je crois que c'est vraiment les gens qui décident, ou ceux qui sont là, qui peuvent faire remonter les infos, c'est au début qu'on a besoin. Par contre, c'est peut-être pas souvent quelqu'un qui dirait ça, mais moi je le revendique, qu'on n'hésite pas à venir faire des contrôles chez nous. Aucun souci. Parce que je ne suis pas toujours... voilà. Est-ce que tout est toujours bien? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est... Voilà. On demande. Moi, j'essaie toujours d'apporter des preuves de ce qu'on fait. Là, j'en ai distribué quelques-uns. Il y a le petit journal qu'on fait au club aussi, avec des sponsors dessus, bien sûr, pour qu'ils ne coûtent rien ou pas grand-chose. On montre ce qu'on fait. On a des réunions, il y a certains... politiques ou les gens du football qui sont venus quand on a les remises de labels, quand on voit le monde qu'il y a, enfants, parents, éducateurs autour des enfants, il n'y a même pas besoin d'envoyer un bilan financier finalement. On voit sur place que c'est vrai, ça existe. Donc voilà un peu les petites choses que je peux vous dire. J'avais marqué 2-3 petits mots pour ne pas les oublier. Je dis toujours, c'est comme dans tout rapport qu'on peut faire. Si on est le plus sincère possible dans ce qu'on veut faire, enfin, en tout cas, moi je le vois comme ça, c'est assez facile à expliquer. Enfin, c'est facile. Il y en a quand même des documents à remplir et ne rien oublier pour ne pas être rejeté. Mais voilà, on pense vraiment à ce qu'on veut faire, c'est sincère. On arrive un petit peu plus facilement à le défendre. Et il faut avoir aussi la chance d'avoir, je ne vais pas dire des relations, mais des gens qui sont vraiment à l'écoute, avec qui on peut passer une demi-heure, 3/4 d'heure au téléphone, hein, M. Dartois, par exemple, mais qui sont de très 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 bons conseils. Ou nous dans l'Oise, on a la chance aussi, il va parler après moi, c'est très bien, Luc Hernu, pour ceux qui le connaissent, et ceux qui ne le connaissent pas vont le voir là. Voilà, on appelle, et moi à mon petit niveau, je peux aussi causer avec des collègues, il y en a un qui me l'a dit tout à l'heure, Philippe, je te salue. Voilà, c'est aussi entre nous qu'on peut s'aider sur l'erreur à éviter, sur le petit truc qu'on sait, et ainsi de suite. Quoi vous dire d'autre? Je pense que c'est tout. Luc qui va vous en dire un petit peu plus. On va en tout cas nous continuer à mettre différentes activités en place. T'as plus rien à dire? Si, oh là là. Si, encore juste 2 petites choses justement dans le club, ce qu'on a lancé aussi, parce que moi je crois à ça, le foot loisir, compétition, il y en aura toujours et il en faut, mais je crois au loisir de venir se détendre sur les stades. Par exemple, on a une section féminine senior loisir qu'on a créée. On n'a pas d'équipe féminine de foot, mais on a tous les mardis soirs. Hier soir, il ne fait pas un temps phénoménal. Ils étaient 14 de 19h30. Ça peut plus marcher bien là. Si. De 19h30 à 21h, 14 dames qui viennent se défouler à la semaine. C'est des licenciés maintenant du club, bien évidemment, comme tous les autres. Des licences aussi pour la Fédé et nos instances. Mais c'est aussi des finances pour le club, bien entendu. Et toutes ces activités-là font qu'on arrive après à pérenniser un petit peu. Voilà, si vous avez une question à poser, on se retrouvera. Mais sinon, je vais passer la parole au collègue là, qui pourra la transmettre après à la minute. Non, mais s'il y a des questions, il y a le micro là, c'est pour ceux qui veulent.
Merci à tous. Et juste une dernière chose, il y a ces réunions-là, que je viendrai toujours, moi, pour ma part. Ça permet de croiser des gens qu'on a au téléphone mais qu'on ne voit pas souvent, comme M. Dartois. Ça permet de revoir des Thierry ou des Stéphane. Et c'est un grand plaisir de vous recroiser, messieurs. Merci. Donc maintenant, le club de Pont-Sainte-Maxence, Riquerny. T'as déjà fini? Merci. 3 minutes en fait, on va faire. On va laisser 3 minutes, bravo. Bonsoir à tous, ça fonctionne? Ouais. Donc j'ai la dure tâche de terminer avec tout ce qui a été dit. Je vais tâcher d'être le plus audible possible et le moins soporifique. Vous levez le bras si vous endormez, si vous le pouvez. Oui, donc voilà, donc je vais tâcher de vous présenter, de répondre à la commande sur pourquoi l'USPON s'est lancé il y a quelques années sur la structuration par l'emploi et comment on s'y est pris. Donc un bref historique pour expliquer un peu le contexte, je ne vous gêne pas derrière. En 97, grosso modo, le club était bien sûr vivant, avec un niveau en senior qui était d'un bon niveau régional, mais l'état des lieux était assez simple en termes d'encadrement, fait par des bénévoles, très peu de personnes, à peu près 200 licenciés à l'époque. Pont-Sainte-Maxence, c'est dans l'Oise et c'est 12 500 habitants. Et des équipes au niveau départemental, très peu de partenaires, qu'ils soient privés ou publics. Un isolement malgré la taille de la commune. On a donc aujourd'hui, on est à 20 éducateurs, 7 salariés, dont 5 en CDI, plus 2 temps partiel, 2 CDD pardon, en apprentissage, des éducateurs diplômés, qualifiés, 6 BMF, 3 BEF. Des équipes au niveau régional départemental. Le passage entre 1997 et 2023, ça a été assez fluctuant, une période assez progressive dans le bon sens du terme, où on a tutoyé le niveau national en jeunes et régional. Entre-temps, les féminins ont été créés, les sections féminines ont été créées, pour être au niveau régional maintenant, et les garçons ont un petit peu descendu de niveau. Tout ça pour expliquer que lorsqu'en 1997, on a fait cet état des lieux et qu'on a lancé l'emploi, on a eu cette progression, mais pas qu'au niveau sportif. La dernière partie partenariale, tout en bas à droite, explique la raison pour laquelle, d'après moi, nous avons pu avoir autant d'emplois et les pérenniser, puisque les 5 à temps plein CDI sont des personnes qui sont là depuis de nombreuses années. Moi, je suis le premier salarié en 1997. Donc j'ai 38 ans, vous faites le calcul, à quel âge j'ai été embauché. 39. Aujourd'hui, beaucoup de partenariats, qu'ils soient publics ou privés, un gros partenariat qui date maintenant de plus de 20 ans avec l'inspection académique, locale évidemment, avec des cycles à l'école élémentaire, mais aussi au collège. Des partenariats avec le monde du handicap, on a affilié Fédération Française Sport Adapté, handicap mental, et puis différents partenariats que je vais vous évoquer juste après. La première des choses, c'était pour nous placer une vision, pourquoi on faisait et comment on allait le faire. Donc il était important pour nous de considérer qu'on avait une place dans la coéducation des jeunes. Le football c'était bien, mais que on n'allait pas, notre rôle n'était pas de travailler seulement sur l'aspect sportif. D'où le partenariat avec toutes les familles, les écoles, les centres de loisirs, et puis évidemment de renforcer la compétence technique sur la partie football. Donc de quelle manière? C'était de tendre vers l'embauche et d'avoir un éducateur à temps plein par catégorie. Et puis pour ces personnes puissent gérer ces partenariats avec le monde de l'école, avec le monde du handicap, avec le développement des animations de quartier, etc., etc. Donc on a cherché à embaucher des personnes qui étaient déjà chez nous à l'époque, pour les plus anciens, en service civil volontaire, en 2005, 2006, 2006, puis service civique, des CAE qu'on a pérennisés et que l'on a amené au club, des salariés à bicompétences, terrain, mais aussi capables de développer des projets. Voilà, investissement de projet, et puis d'aller capter de nouveaux financements et d'aller convaincre ces personnes. En bas à droite, vous avez donc en 2001 cette orientation éducative qui nous a fortement aidés, donc je parlais des étoiles. Et puis, ce qui est un élément phare pour nous en 2012, c'est la création de Chaque jeune à son plus haut, un projet éducatif qui nous a permis
d'aller capter beaucoup de nouveaux fonds pour maintenir l'emploi. Il y a eu plusieurs tournants. Le dernier, c'est en 2021. C'est le fait de considérer qu'il fallait renforcer et diversifier les profils de nos éducateurs et en plus de nos salariés à temps plein, avoir des profils un petit peu différents de manière à pouvoir s'améliorer. Donc le tournant, j'en parlais, l'USPON était connu pendant 25 ans pour un gros tournoi international financé par différents acteurs dont la région. Merci Béry. Et donc en 2017, il y a eu une baisse de financement du conseil départemental, donc nous avons décidé de changer d'orientation et donc c'est tout ça pour dire que c'est l'exemple que le parcours n'est pas linéaire, vous le savez par cœur, donc je ne vous apprends rien, il n'est pas linéaire et qu'on a dû à chaque fois se réadapter tout en maintenant l'emploi. Aujourd'hui, c'est 520 licenciés foot, dont un peu moins d'une centaine de féminines, 25 licenciés foot adaptés, 500 scolaires. On est pilote de la formation du football depuis des années. La RH, on est parlé, on a 10 services civiques, un niveau sportif régional 2 pour garçons et filles, une trentaine d'équipes et beaucoup de partenariats, qu'ils soient privés ou publics, dont on va parler tout à l'heure, avec une volonté forte de contribuer à former de futurs citoyens à l'aide du football et évidemment valoriser l'élite et le foot pour tous. L'organigramme, je passe vite, ça par peur. Voilà, on a fait une slide pour vous marquer l'évolution des postes des salariés. Donc un salarié en 97, aujourd'hui 2023, 7 salariés. Vous voyez l'évolution et le maintien depuis, avec les différentes fonctions de direction, qui est mon poste, responsable technique, chargé de com, responsable féminin, école de foot, et puis les 2 apprentis, un en com et un en éducateur BPGEPS. Donc, ce qui me paraît plus important, c'est comment on s'y est pris, parce que c'est bien beau. Le plus important, ça a été dit par les différents intervenants. Pour le départ, c'est le projet. Pour quelles raisons on fait ça? Donc, notre volonté, c'était de développer le secteur sportif et éducatif, considérant d'autre part notre place et également dans la coéducation. Donc, on a développé des partenariats, dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis aller chercher des cofinancements autour des emplois. Donc, on a utilisé, je pense, pas mal de dispositifs, les emplois jeunes à l'époque, avec les consolidations qui en ont découlé, les CAE, les emplois de la région Picardie, notre belle ancienne région Picardie, avec les emplois solidaires qui nous ont fortement aidés pendant des années, les emplois d'avenir de l'État, puis les emplois CFDS et ANS, l'emploi CREAP 1, j'attends le 2, et le FAFA emploi dont vous parlez tout à l'heure. Donc on a ces différentes aides actuellement sur ces 5 emplois. Et comment on s'y est pris? Un point qui paraît important, très important, c'est, je considère, je ne sais pas, chacun a son avis, que créer un emploi, c'est très simple. Remplir les documents qu'on vous donne, c'est lourd, mais c'est pas si compliqué que ça si on y passe du temps. Et tout le monde sait ici qu'on y passe du temps. Mais le pérenniser, c'est notre paire de manches. Donc, pour moi, ce qui était important, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, le club a sollicité le DLA, le dispositif local d'accompagnement, qui est un service gratuit pour les assos. On a été accompagné par l'experte, Madame de Ronce, qui nous a aidés à nous projeter et à structurer notre club et notre emploi pour pouvoir durer. Et ça a été un élément déterminant. Sinon, comme disait Madame tout à l'heure, avoir les aides, bon, c'est bon, ça va bien, mais une fois qu'on les a plus, qu'est-ce qu'on fait? Donc développer tout ce qui est sponsoring mécénat, les prestations. Alors, même si ce n'est pas intuitivement dans la SOS 1901, malgré tout, c'est autorisé sous une certaine mesure. Donc on développe des prestations auprès d'entreprises, auprès de centres de loisirs, auprès de différentes structures. Il y a évidemment le levier cotisation, comme on fait pour financer. Calculer, messieurs, dames, le prix horaire, le taux horaire d'encadrement des enfants, et vous l'expliquer aux parents, pour expliquer un petit peu qu'ils ont le droit aussi de participer au financement des emplois, et différentes animations qu'on a développées pour pouvoir financer. Et évidemment, des nouveaux financements publics. De par l'évolution du projet, on allait capter d'autres financements publics, de par l'intérêt général, et puis la réponse à différents appels à projets, que ce soit de l'État, mais aussi de fondations, de banques ou autres, qui au fur et à mesure nous permettent de compléter le budget. Là, l'évolution des effectifs qui va de pair avec l'évolution du nombre de salariés. On a une légère baisse à la fin, c'est qu'on a plus de catégorie vétérans, par exemple. Bon, voilà.
Le projet du club, rapidement, chaque donne à son plus haut, c'était de considérer que le jeune rentrait par la porte sportive, évidemment, et qu'on avait, nous, notre rôle au niveau éducatif et scolaire à tenir. Et donc, on a créé un projet qui considère, comme beaucoup le disent, que l'enfant est au centre. Et notre rôle, depuis 2012-2013, maintenant via une application numérique, c'est de faire le lien entre les acteurs essentiels autour de l'enfant, c'est-à-dire sa famille, son enseignant et l'éducateur. Et donc, à partir de 5 valeurs que vous avez en haut à droite, on sensibilise les jeunes à travers le foot sur ces valeurs et on partage les évaluations des 3 acteurs pour ensuite les valoriser ou accompagner les jeunes sur ces valeurs. Voilà, donc c'est depuis peu, au niveau numérique, puisqu'on a eu la chance d'avoir le trophée UNFP Peace and Sport en 2016, vous avez doté de 20 000 € pour acheter une application. Voilà, et puis dans le prolongement de tout ce qu'on fait au niveau éducatif, pour aller servir nos licenciés, mais pas que, ce qui explique des prestations, eh ben on permet à des structures d'avoir le savoir-faire de l'USPON au niveau de projets d'insertion par le sport. Et puis on développe des projets, on fait de la formation civique et citoyenne pour les services civiques, on crée des projets pour les services civiques, et on développe différentes actions qui permettent d'aller capter de nouveaux fonds. Différentes animations qui amènent de l'argent, vous connaissez ça par cœur, pas les nôtres, mais les vôtres. Et donc voilà. Christophe, j'ai été bon, pas bon, sur le temps en tout cas. Voilà. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions sur la réunion en global? Aucune question? Non, tout est clair. Donc pour clôturer, donc, je remercie les apprentis pour l'organisation parfaite de cette soirée. Je remercie également nos formateurs qui nous permettent de travailler et de progresser également au quotidien, et les différents intervenants qui sont aussi ici, les différents CTD et CTR. Et enfin, merci à vous 6 pour être présents. Et j'espère maintenant que dès la saison prochaine, vous allez pouvoir proposer le contrat aux éducateurs, parce que on a vu beaucoup de choses, et maintenant le tout c'est de mettre en place. J'ai une question. Oui. Lequel que vous virez parce qu'ils sont 7? Les 7. Donc, alors maintenant, vous avez la possibilité de faire une visite du centre avec toutes les installations pour ceux qui le souhaitent, et puis vous avez un pot à la sortie. Voilà, merci à toutes et à tous.